souhaite à 15 minutes pour nous présenter le conclusion qu'il vous avait apporté dans le cadre de ce programme. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury, pour la parole que vous m'accordez. Monsieur le Président du jury, honoré membre de la composition du jury, distingués invités, chers collègues, c'est pour moi un privilège de vous présenter ce matin le résultat de nos recherches. Tout d'abord, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu pour sa bienveillance et son soutien tous azimuts. Le sujet de notre mémoire est intitulé « Les initiatives de microfinance au sein d'un organisme à but non lucratif ». Je menais ces recherches sous la direction du professeur Médiem, Isidore Léopold, et du professeur Arfil Kalindonkou. Je le remercie vivement pour la direction des qualités supérieures. Nos recherches parlent de sujets d'actualité. Le groupe de microfinance, à l'instar des AVEC, de Mousseau, des SACOS, des CECI, qui naissent dans les structures formelles comme les églises. Elles sont en œuvre dans beaucoup de paroisses des églises au nord Kivu. Elles fonctionnent malheureusement sans autorisation ou agrément quelconque de la part de l'État. Elles réalisent des activités commerciales à titre principal alors qu'elles sont des asperges. Bien sûr, elles viennent pour résoudre un problème évident, c'est l'exclusion d'une grande masse populaire du système bancaire classique. Mais elles évoluent toujours à marge de la loi. La question posée est celle de la légalité d'existence des initiatives de microfinance au sein de l'Église qui se veut un groupe à but non lucratif. Outils de l'économie solidaire, les AMVEC, les Mousson, les SACOS et autres, ils permettent aux personnes, généralement les femmes exclues du système bancaire classique, d'avoir accès aux services financiers. Elles collectent parfois des sommes d'argent importantes que les membres dans une telle économie informelle ou sociale méritent une protection. Et ce travail rejoint le courant dominant des objectifs du développement durable en se présentant comme un outil de lutte contre la pauvreté. Dans le développement, nous avons abordé la thématique posée en deux parties, partant de la méthode juridique exégétique, de la technique documentaire et des interviews libres. Dans une première partie, qui est relative à l'accueil inapproprié de l'exercice d'activité de microfinance par les groupes informels, à ce niveau abordant la nature non commerciale des principes des activités de groupes à but non lucratif, nous avons d'abord expliqué et analysé à peine la définition négative de l'asperge, à ce sens que la loi définit l'asperge comme étant celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, si ce n'est à titre accessoire, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. Pour les AMVEC, les SACOS et les autres entités, ce qui serait accessoire est réalisé à titre principal. Et il faut savoir que les opérations de base, à l'instar de la collecte de fonds du public, de la distribution de microcrédits que font habituellement les AMVEC, les SACOS et les Mousseau, en tant qu'aspect, sont des actes de commerce et rentrent dans les déductions légales de la définition. Les faire sans en être autorisé en tant qu'aspect, c'est une violation de la loi. Examinant le fonctionnement et la réalisation des activités
activités de groupes de microfinance, elles se comportent donc comme des sociétés. La collecte des fonds qu'elles réalisent, elles appellent cela part sociale. Et elles vont générer des intérêts sur le fonds prêté. À la fin de chaque cycle, elles partagent des bénéfices issus des intérêts. Et cette pratique viole la loi car elles ne sont pas considérées comme des sociétés commerciales. Elles ne sont pas aussi non plus considérées comme des institutions de microfinance. En examinant les caractères informels des initiatives de microfinance des ASPEL, donc nous avons constaté que ces groupes de microfinance œuvrent dans la clandestinité. Et c'est pourquoi nous avons expliqué que les conséquences auxquelles elles s'exposent, par ces caractères informels, elles exposent les membres et elles-mêmes au problème d'accès à la justice et privent le temps des moyens fiscaux. C'est ce qui explique que les activités doivent être encadrées. Dans la seconde partie de notre travail, nous avons abordé la question relative à l'existence effective des entités de microfinance œuvrant au sein des organismes à but non lucratif à caractère professionnel. Et cette partie démontre que l'existence effective des activités de microfinance par les structures comme les envecs, les sacoches, les mousseaux n'est pas faite conformément aux exigences légales. À cet effet, la procédure de constitution de groupe des ASPEL des IMF a été présentée à peine fin, afin d'orienter les acteurs du domaine pour sortir de la clandestinité et suivre la voie légalement établie. Comme le champ d'activité est limité par le monopole accordé aux établissements de crédit, nous avons démontré dans leur existence les initiatives de microfinance entremêlent la dénomination des ASPEL et celle d'établissements de crédit, alors que la loi s'oppose catégoriquement contre cette manière de voir les choses. Et ces groupes informels qui œuvrent sans être autorisés par l'État violent par là le double monopole de la dénomination et celui d'accomplissement des opérations de banque accordées aux établissements de crédit. Ces violations flagrantes les exposent à la répression légale et les structures de microfinance œuvrant au sein des organismes à but non lucratif sont donc obligés de formaliser la situation sous peine de s'exposer aux sanctions légales. Du coup, la multiplicité des impôts, des taxes, des tracasseries administratives, et vous pouvez ajouter des rigorismes légaux sur la comptabilité des entités à but non lucratif, avec l'avènement des 6 CPNL. Donc, dans cet après, dans le cadre des initiatives de microfinance informelle, nous avons proposé qu'il faut fondre toutes les initiatives dans un seul concept d'association de microfinance. Et devront également, les législateurs devront maintenant faire sauter le verrou d'interdiction aux ASPEL d'exercer les activités commerciales ou industrielles. Les ASPEL en présent peuvent exercer donc toutes les activités qu'elles souhaitent, pourvu qu'elles ne distribuent pas les bénéfices entre les membres et que ces bénéfices soient affectés au fonctionnement des intéressés de l'association. Monsieur le Président du jury, honorés membres de la composition du jury, distingués collègues et participants, voilà l'économie générale de notre recherche. Nous sommes disposés donc à la réception des corrections en question et bien entendu des amendements qui vont nous permettre de parler. Merci beaucoup, M. Wenga, pour votre présentation. Comme nous avons annoncé, que nous avons un jury composé de différents professeurs qui vont devoir intervenir. Nous
nous allons devoir vous inviter à vous préparer à recevoir les observations le nom de la proposition, des questions qui seront à vous poser. Je vais d'abord retourner à la cour vers le professeur Isidore Bietiel. Bonjour professeur, est-ce que vous nous suivez? Alors professeur Isidore, nous voulons savoir si vous nous suivez. Est-ce que vous nous captez? Professeur Isidore, on veut savoir si vous nous suivez. Ok. Nous allons devoir poursuivre avec ceux qui sont ici d'abord en présentiel. Nous allons devoir inviter dans le professeur Chrysostome. S'il vous plaît, chers collègues, nous avons la parole pour vous poser votre intervention, vos observations et les questions éventuelles. Et cela pour 20 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury, pour la parole accordée, afin que je puisse intervenir dans le cadre de l'examen du travail de M. Kambale Moussouaweka sur les initiatives de microfinance au sein des groupements à but non lucratif. Je commencerai par m'acquitter d'un devoir. Je suis honoré vraiment de siéger dans ce jury auprès de vous, Monsieur le vice-recteur et secrétaire général de l'université. Vous êtes non seulement mon maître, mais aussi mon supérieur. Ce sont des occasions rares pour qu'on se retrouve dans ces panels ensemble. Je remercie beaucoup le professeur Bietiel ainsi que le professeur mais il ne m'a pas laissé, il m'a toujours tendu la main pour que je puisse aussi évoluer dans le cadre de la science. Je me retourne maintenant auprès de M. Kambale Welka. Personnellement, j'ai connu M. Kambale Welka lorsque nous avions fini ensemble. Nous avions fini ensemble, lui était à l'UNIDO et moi j'étais à l'UPG. Nous avons eu à faire un stage de perfectionnement au sein de Aide et Action pour la paix. Ensemble, nous étions dans un même département et j'ai eu à l'apprécier beaucoup. Aujourd'hui, si je me retrouve dans ce jury, c'est vraiment une joie immense pour nous. Je vais alors évaluer le travail sur les plans de la forme, mais aussi du fond. Alors, sur les plans de la forme, j'avoue que M. Kambale Welka a fourni des efforts pour écrire l'essai français accessible. Aussi, la partition de son travail m'a beaucoup intéressé au sens qu'il y a de la logique dans ce qu'il était en train de faire. Néanmoins, comme il peut lui-même le remarquer, au niveau de la page des titres, il a écrit université. Donc, université, il était en train de mettre, n'est-ce pas, les accents sur l'université, école, doctorale. Mais dans son titre, il omet ces accents. Donc, il faut que vous puissiez continuer à mettre les accents, même si c'est majuscule, il faut mettre les accents partout. Alors, monsieur, lorsqu'il était en train de présenter, il a parlé de organisation, les initiatives de microfinance au sein d'un organisme. Alors que sur la page des titres, il écrit groupement. Alors j'aimerais qu'il puisse nous fixer si c'est groupement ou si c'est organisme. Alors, la première observation, c'est au sujet de la page des listes des principaux cibles et abréviations. Ici, il fallait que M. Welka, à la fin de chaque définition, qu'il puisse mettre un point virgule et à la fin, il mette un point. Alors, voilà,
je suis dans le long débat des pages, je me rends compte qu'il n'a pas été cohérent. Il n'a pas été cohérent pour les autres débats de page. Il pouvait commencer par le prénom de l'auteur, il écrit à toutes lettres, et après vous allez constater qu'ailleurs, il était en train d'abréger, jusqu'à ce que cela s'est répercuté sur sa bibliographie, qui ne s'est pas présenté selon l'ordre alphabétique des noms des auteurs. Alors pour ces petites erreurs, j'aimerais qu'il puisse me rencontrer, n'est-ce pas, pour profiter de mes services avec que je lui montre comment à l'école des gens nous présentons les sources. Voilà. Alors je vais directement, n'est-ce pas, poser les questions de fond. Alors, monsieur Ouelta, j'aimerais que vous puissiez prendre position. Je vois que vous êtes en train de vous expliquer sur le fait que les aspects sont en train, n'est-ce pas, de pratiquer des opérations de microfinance. Alors, j'aimerais savoir, vous pensez que le fait que ces aspects pratiquent des opérations de microfinance, s'agit-il d'une concurrence déloyale vis-à-vis des sociétés commerciales? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, je la tire au niveau de la formulation de la seconde partie. De la seconde partie, vous dites une existence effective. Une existence effective. Je trouve que cette formulation, ça ne parle pas. Si vous pouvez comparer ça avec la première formulation, pour la première partie, vous dites un cadre d'accueil inapproprié. Là, on comprend. Mais lorsqu'on est ici au niveau du deuxième titre, donc seconde partie, une existence effective, on ne sent pas si c'est une existence de quoi. Donc, vous devriez essayer de nous expliquer là-dessus. Alors, comment protéger le tiers? Le tiers qui traiterait avec une aspect. Le tiers qui traiterait avec une aspect ne sachant pas que c'est une aspect, mais sachant que c'est une société commerciale. Comment peut-on protéger ce tiers? Alors, au niveau de la conclusion, j'ai aussi tiré deux questions. Si vous pouvez prendre votre troisième paragraphe dans l'introduction, le paragraphe commence par ensuite. Est-ce que vous y êtes? Le paragraphe d'abord, conclusion générale. Page 92. Page 92, conclusion générale. Nous sommes au troisième paragraphe. Le paragraphe commence par ensuite. Vous dites ensuite. Concernant les exigences légales d'exercice, il faut souligner, d'abord le souligner là, il faut bien écrire, il faut souligner un double problème lié à la multiplicité des impôts. Alors, ce que j'ai souligné, le taux d'imposition élevé et la tracasserie des services d'assiette vis-à-vis des aspects. J'aimerais que vous puissiez nous dire par quelle technique vous êtes arrivé à ces constats-là. Le taux d'imposition élevé et la tracasserie des services d'assiette vis-à-vis des aspects. Par quelle technique vous êtes arrivé à ces constats-là? Et vous allez nous donner maintenant la différence entre la mutuelle et la microfinance. La mutuelle et la microfinance. Monsieur le Président du jury, si Maître Welka répondait favorablement à ces petites questions, j'aurais fini avec mon exemple. Merci beaucoup, chers collègues, pour l'économie du temps et pour les observations sur le plan de la forme et les questions au fond. Je vais donc inviter sans tarder M. Welka à pouvoir prendre son micro et répondre à ces questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury, pour la parole que vous m'avez accordée. Je vais dire merci
pour les observations combien pertinentes et il a souhaité que je puisse les rencontrer à l'aparté. J'estime qu'après cette séance, je devrais lui rencontrer pour discuter de faute à comble les observations qui ont été données et que je prends comme miennes. Je le remercie également pour les questions posées. Nous allons donc y arriver. En ce qui concerne la question de l'organisme ou groupement, nous avons utilisé le terme groupement et le terme organisme indifféremment. Mais le titre de notre travail porte sur le groupement à but non lucratif. Voilà pourquoi dans les corps du texte, on peut trouver de temps à autre, là où nous parlons de groupement pour parler d'organismes, ou là où nous parlons d'entité pour parler toujours de groupement ou organisme. En revenant maintenant sur les questions de fond, la première question que vous posez est celle de savoir que sur les activités que réalisent les ANSBEL, il s'agit d'une concurrence déloyale vis-à-vis des sociétés ou quoi? Premièrement, je veux dire que d'abord, les activités exercées par les entités de microfinance, objet de notre étude, nous les avons abordées non pas dans le cadre de la concurrence déloyale avec les sociétés commerciales, mais dans le cadre de la violation de la loi sur les ASBEL et aussi la nouvelle loi bancaire de 2022. En ce qui concerne la loi sur les ASBEL, nous avons indiqué que la loi définit l'ASBEL par la définition négative, en ce sens qu'il est interdit aux ASBEL de réaliser des activités commerciales. Ça, c'est le premier élément. Mais aussi, il est interdit aux ASBEL de distribuer des intérêts ou des gains aux membres. Les membres ne sont pas des associés, les membres ne sont pas non plus des actionnaires. C'est à ce niveau que nous avons maintenant fait l'alliage avec les dispositions de la nouvelle loi bancaire, notamment l'article 58 de la nouvelle loi bancaire, où il est prévu une certaine dérogation par rapport aux ASBEL à réaliser des activités de crédit. Parce que dans cette disposition, vous trouverez que non seulement il est donné donc une dérogation aux ASBEL de réaliser des activités de crédit, mais il est donné aussi à d'autres catégories de réaliser des opérations de collecte. Alors à ce niveau-là, nous n'avons pas analysé donc, les activités de microfinance dans le sens de la concurrence déloyale. Bien sûr, en tant qu'entité de fait, ça peut s'interpréter comme un acte de concurrence déloyale parce qu'ils sont en train de priver les sociétés légalement établies et qui sont censées réaliser les opérations de microfinance à titre habituel des gains qu'ils pouvaient avoir. Voilà les éléments que je peux donner par rapport à cette question qui concerne la concurrence déloyale. La question qui a été posée est celle de savoir comment on peut protéger les tiers qui traitent avec les ASBEL, ne sachant pas qu'ils sont en train de traiter avec ces ASBEL. Les premiers éléments que nous avons évoqués ici par rapport à cette question, c'est d'abord la formalisation des entités qui œuvrent dans la clandestinité. Parce qu'une association de fait, d'abord, les tiers comme les membres ne sont pas protégés. Et à tout moment, vous pouvez trouver que lorsque l'association de fait va entrer dans une situation de difficulté financière, et le membre, et les dirigeants de l'association de fait, et les tiers qui vont traiter avec cette association seront à difficulté.
pour protéger donc, les tiers, il faut que toutes les formalités liées donc, à l'existence des ASBEL soient réalisées. C'est-à-dire que les statuts doivent être publiés au journal officiel, mais aussi les dirigeants des ASBEL doivent être connus légalement. Cela va aider maintenant les tiers qui vont contracter avec l'entité de savoir qu'il est en train de contacter avec l'entité qui existe juridiquement. Maître, oui. Là, vous êtes en train de dire ce qui devrait être. Alors, le tiers vient de contracter, il vient de traiter avec l'ASBEL. Est-ce que la théorie de l'apparence, ça veut dire rien? La théorie de l'apparence à ce niveau. Je ne sais pas à quel niveau ça peut intervenir. Peut-être si vous pouvez encore élucider très bien pour que je comprenne la question. Oui, en traitant avec l'ASBEL, le tiers était en train de penser traiter avec une société. Alors, si le tiers a pensé traiter avec une société, il n'y a pas une protection quant à ce. Bon, je ne sais pas à ce niveau parce que, à ce qui concerne d'abord la loi, lorsque la société ou l'ASBEL va traiter avec tout le monde, elle doit indiquer dans la tête la dénomination ASBEL. Et à ce niveau-là, le tiers saura, il est en train de traiter avec l'ASBEL. Il en est de même pour les sociétés commerciales. Lorsque la société va entrer en contact avec les tiers, il doit indiquer dans son en-tête la dénomination société. Si c'est une société à responsabilité limitée, il va indiquer cette mention-là. Alors à ce niveau, pour la personne qui s'est donc trompée, en traitant avec l'ASBEL, croyant qu'elle traitait avec la société, ça veut dire que la personne n'a pas eu assez de renseignements par rapport à l'existence de l'ASBEL. Voilà, à ce niveau-là, l'ASBEL est déjà légalement constituée. Ouais. Mais il y a aussi des sociétés de fait, des sociétés qui de fait. Celui qui traite avec ces sociétés. Hein? Oui, alors celui qui traite avec une société de fait, soit un une ASBEL de fait, alors ici, nous allons donc reprendre les dispositions par rapport à la protection de ceux qui traitent avec les sociétés de fait ou les sociétés créées de fait. Et à ce niveau, vous allez constater que la responsabilité des membres sera donc illimitée et sera indéfinie parce que nous sommes dans une situation d'une ASBEL qui n'existe pas de fait. Et quand il va traiter avec cette ASBEL, ça signifie que s'il constate que ce n'est pas une société, et alors que c'est une ASBEL de fait, la responsabilité d'abord sera indéfinie. Et ensuite, elle sera illimitée. Ça signifie que la personne peut poursuivre le membre de l'ASBEL jusque dans son patrimoine, distinct du patrimoine de l'ASBEL. Oui. Alors, je peux continuer par rapport à l'autre question. Vous avez posé la question relative à la mutuelle et à la microfinance. Nous allons dire d'abord par rapport à la microfinance. La microfinance, par rapport aux termes qui sont définis dans la loi, elle consiste à l'offre des services financiers à des personnes qui sont exclues du système bancaire classique. Et la microfinance va donc faire allusion aux opérations de microfinance, c'est-à-dire ici la collecte des fonds et l'octroi des microcrédits qui est réalisé selon les techniques propres de la microfinance. Car la microfinance est réglementée par une loi spécifique de 2011, alors que les mutuelles ici, il s'agit surtout des associations originales par rapport aux mutuelles qui sont régies par la loi de 2007 relative aux principes applicables aux mutuelles. Et dans ces mutuelles, ils ont toujours
comme objet le soin de santé, par exemple, la retraite et les pensions. C'est ce qui existe dans les mutuelles. Alors que dans la microfinance, c'est l'offre des services financiers aux membres qui sont exclus du système bancaire classique. Alors si on peut dire la différence par rapport à la forme, c'est que les mutuelles sont des ASBEL, alors que dans la microfinance, souvent, ce sont des sociétés ou de forme apparentée qui réalisent des activités de microfinance. Je ne sais pas si j'ai abordé cette question, mais vous avez posé aussi une autre question relative à l'intitulé de la deuxième partie. Oui, vous avez posé la question relative à si vous pouvez reprendre pour que je me situe encore dans l'esprit de la question, s'il vous plaît. C'était par rapport à l'intitulé de la deuxième partie. Oui. La La deuxième partie, je parlais de l'existence effective des entités de microfinance. Oui, j'ai pensé que, n'est-ce pas, la première partie, l'intitulé de la première partie était claire. Oui. Un cadre d'accueil inapproprié. Mais quand j'arrive à la seconde partie, vous dites une existence effective. Oui. Et là, on ne sent pas si ça part. Oui, cela part d'abord de l'hypothèse que nous avons posée parce que nous avons dit que dans les problèmes posés, l'hypothèse serait la formalisation du groupe, c'est-à-dire que le groupe de microfinance puisse respecter les normes établies dans la Constitution et dans le fonctionnement des activités. C'est pourquoi nous avons intitulé cette partie ici existence effective des entités de microfinance pour expliquer comment une entité de microfinance peut effectivement exister à droit. Et là, nous avons eu l'avantage maintenant de tracer comment la procédure de constitution de groupe peut être orientée, non seulement pour les aspects, mais aussi pour les institutions de microfinance. Voilà ce qui nous a poussé à formuler cette partie ici. Je n'ai pas attendu l'esprit de la formulation que vous avez proposée par rapport à cette partie ici. Ok, merci beaucoup. Alors, la dernière question que vous avez posée, elle était relative à quelle technique nous avons utilisé pour constater les problèmes liés à la multiplicité des impôts et les taux d'imposition trop élevés et les tracasses. Parce que dans les méthodes et les techniques utilisées, nous avons indiqué que nous avons aussi utilisé les interviews libres, c'est-à-dire nous avons rencontré sur le terrain les différents membres des groupements à but non lucratif et qui ont étalé noir sur blanc qu'il y a une multiplicité des impôts dans les activités qu'elles réalisent, mais aussi il y a des tracasseries administratives, surtout pour les aspects qui existent légalement. Pour les aspects qui existent légalement, vous allez voir que ces aspects sont soumis à des rigueurs de présenter les aspects financiers selon les normes du système comptable des entités à but non lucratif, alors que dans les entités de microfinance étudiées, ce sont souvent les femmes et les femmes analphabètes ou de populations qui sont à milieu analphabètes, qui ne sont pas, qui ne peuvent pas être soumises à des règles de comptabilité, à des règles de présentation des États. Alors ces gens-là trouvent que c'est une sorte de tracasserie pour venir présenter les différents résultats des aspects,
la présentation, par exemple, des documents d'existence. C'est pourquoi ils préfèrent rester dans la clandestinité. Et vous allez trouver que, à ce qui concerne même les taux d'imposition, ils sont soumis à l'impôt sur les bénéfices. Et l'impôt sur les bénéfices est tellement exorbitant. C'est pourquoi même ils se cachent pour essayer de faire ce qu'on appelle une fraude douce à l'impôt. Ils se cachent dans la clandestinité. Parce que si vous formalisez leur situation, les services d'assiette vont venir, les contrôles financiers vont venir et les différents services vont passer à tout moment et ils préfèrent donc rester dans cet état. Voilà ce que je peux dire à ce qui concerne la technique que j'ai utilisée. C'est donc l'interview qui m'a permis donc de savoir ces éléments ici. Je pense avoir rencontré les éléments de questions posées par le premier lecteur, à moins qu'il y ait donc un autre avis de sa part. Fiscal de la République démocratique. Donc c'est de lui qu'il a eu ça. Mais à répondant, il dit qu'il a fait l'interview. Merci, je vous en prie. Alors moi, je prenais déjà l'élément de l'interview. Parce que sur le plan des approches de la méthodologie, M. Welker dit qu'il a fait des interviews, mais le travail ici ne prend pas les guides d'interview. Donc je voudrais qu'il nous indique là où se trouveraient les guides d'interview utilisés, parce que dans cette approche-là, on doit avoir les traçabilités de ce guide d'interview. Bon, il pourrait y répondre après, mais comme le professeur Isidore Michel est déjà en ligne, je préfère qu'on prenne d'abord le prof avant que le professeur Charles le précepteur en ligne. Bonjour professeur Isidore. Bonjour, monsieur le doyen. Bonjour. Je vous en prie, c'est le secrétaire général académique qui est là à côté du doyen. Ah, c'est les aléas de la technologie. Bonjour, chers collègues, monsieur le professeur, monsieur le secrétaire général académique. Bonjour. Je peux vous parler parce que ce n'est pas facile depuis plus de 45 minutes, une heure, nous sommes en train de tripoter pour essayer de nous retrouver là. D'accord. Et heureusement, ça a marché. Merci beaucoup. Vous savez qu'il est très Ça a d'accord. marché. Je crois que je dois également saluer le candidat Kamane Boutoumou à cette heure-ci. C'est parce qu'il a pu arriver jusqu'au bout avec le travail qui lui a été confié. Donc, chers collègues, j'ai dirigé effectivement avec la co-direction de M. le doyen, le professeur Gourou, le travail de M. Kamane est intitulé Les initiatives de microfinance au sein d'un mouvement à but non lucratif. Permettez-moi de me situer en réalité dans son contexte, parce qu'en toile de fond, c'est la question des microfinances. Et comme vous le savez, monsieur le président du jury, la microfinance, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a en réalité été systématisée par un homme qu'on appelle Mohamed Youssouf, qui a d'ailleurs été prix Nobel de la paix en 2006. On l'appelait aussi le banquier des pauvres. C'est lui qui a fondé la première institution de microfinance qu'on appelait la Grameen Bank en 1976 au Bangladesh. Et ce n'est pas tort qu'on l'appelait le banquier des pauvres. Parce que c'est aux économiquement faibles qu'en réalité la microfinance est destinée. La microfinance a quel objectif? Elle a pour objectif de fournir des services
financiers adaptés à la population pauvre. En principe, puisqu'on est aujourd'hui une frange de la population nantie, il s'agit d'offrir quoi? Des microcrédits, des micro-épargnes, des transferts nationaux et internationaux, des même de la micro-assurance. Tout est micro dans la micro-finance. Et la réalité destinée, comme je le disais, aux économiquement faibles, parce que ceux-ci ne peuvent pas entrer dans le canevas des banques classiques. Parce que la population cible de microfinance ne peut pas remplir les critères exigibles par les banques classiques. On comprend donc que l'institution se soit popularisée dans les pays pauvres, notamment dans les pays africains. Et la présence de cette institution dans ces pays, dans les pays africains, a d'ailleurs été, au regard du succès de la grande banque au Bangladesh, donc a été recommandé, fortement recommandé, leur existence est d'ailleurs à l'heure actuelle jugée par les institutions financières internationales très insuffisante. La microfinance est insuffisamment enracinée dans les pays pauvres, alors que c'est une institution sur laquelle les institutions financières internationales comptent pour réduire, pour augmenter le taux, on va dire, entre guillemets, de bancarisation de la population, mais aussi d'améliorer le financement des activités dans les zones rurales, dans les bidonvilles, dans les zones les plus reculées. Donc aujourd'hui, comme vous le constatez, le débat ne porte plus sur leur légalité, comme dans les années 80. Parce qu'en réalité, dans les pays africains, la création, les initiatives des microfinances ont précédé le législateur. Le législateur les a rattrapés. Et donc, comme les initiatives ont existé avant la loi, dans les années 80, il y a eu tout un débat sur leur légalité. Mais au regard de l'efficacité de l'institution, les législateurs dans tous les pays africains ont décidé d'encadrer donc les initiatives de microfinance. Donc, leur légalité ne pose plus de problème. Le questionnement central du travail de M. Kambalé est donc celui du cadre d'accueil de l'exercice de la microfinance. Car celle-ci, la microfinance, n'est pas une activité philanthropique. Il ne faut pas se tromper. C'est destiné aux pauvres, mais ce n'est pas une activité philanthropique. Et il s'agit bel et bien d'une activité à but lucratif. C'est bien une activité à but lucratif. Mais qui est exercée pour le cas, dans le cas de la réflexion de M. Kambalé, on a une activité à but lucratif qui est exercée dans le cadre ou par des groupements à but non lucratif. Cette contradiction interroge du lucratif à l'intérieur du non lucratif. Cette contradiction interroge: est-ce qu'elle trouve une solution dans le cadre de la législation en vigueur au Congo démocratique? C'est un peu à cela que devrait répondre, c'est un peu la finalité, l'ambition de M. Kambalé-Bertin, la finalité de son travail. Est-ce que cette contradiction exercée
accueillir une activité à but non lucratif, à but lucratif à l'intérieur des organisations à but non lucratif, il y a là une contradiction qui interroge. Qu'est-ce qu'en pense, qu'est-ce qu'en dit le législateur congolais? Eh bien, M. Kambalé tente de démontrer que le mouvement à but non lucratif est en principe un cadre d'accueil inapproprié des initiatives de microfinance. Et parce que ce cadre est inadapté pour accueillir ces initiatives de microfinance qui sont des activités à but lucratif, eh bien, cette activité ne peut être développée dans ce cadre que de manière informelle. Parce que l'inadaptation du cadre donne à l'activité un caractère informel. Mais l'informalité d'une activité n'occulte pas son caractère effectif. Ce n'est pas parce qu'une activité est informelle qu'elle n'est pas effective. Et M. Kambalé ayant donc démontré, n'est-ce pas, le caractère inapproprié, dont la conséquence est l'informalité de l'activité, l'informalité n'étant pas synonyme d'ineffectivité, l'activité y est effectivement exercée et M. Kambalé s'intéresse dans un second temps de regarder de près qu'est-ce qui est fait. Il analyse donc dans un second temps l'effectivité des activités informelles de la microfinance exercées dans les groupes à but non lucratif, parce qu'il ne faut pas se le cacher, les activités des initiatives de microfinance exercées par les groupes à but non lucratif sont informelles. Voilà les deux mouvements de pensée du travail de M. Kambalé, car il a approprié effectivité de l'activité. La démonstration, M. le Président, chers collègues, la démonstration qu'a effectuée M. Kambalé est intelligente, elle est cohérente. Le candidat avec qui j'ai beaucoup échangé un potentiel de chercheur. Il restait en lui un potentiel de chercheur, lequel potentiel mérite d'être encouragé, Donc M. Kambalé peut davantage nous produire des choses intéressantes, y compris même dans le cadre d'une thèse de doctorat, si cela lui chante. Ayant travaillé, échangé avec suffisamment M. Kambalé, parce qu'il m'a beaucoup bousculé, il faut le dire, m'a vraiment bousculé, je ne pense pas avoir de questions particulières à lui poser. Et je voudrais vous prier, M. le Président, d'accepter que je puisse vous retourner la parole. Merci. Merci énormément, merci au professeur Isidore Mietien. J'aimerais vous adresser de manière un peu plus audible nos remerciements à tous les titres. Premièrement, principalement, pour votre disponibilité à avoir accepté, à avoir connu, diriger ce travail de ce niveau ici de master. Merci pour votre disponibilité, pour votre temps. Cela nous va droit au cœur et renforce notre partenariat. Le deuxième point au volet de nos remerciements, c'est par rapport aux enseignements que vous continuez à faire ici chez nous dans le cadre de ce programme. Ça renforce énormément le partenariat, les enseignements, mais aussi le niveau de nos étudiants à aborder frontalement des grandes questions scientifiques, des questions de l'heure. Et donc, recevez ces remerciements de la part de l'ULPGL, de la part de mon recteur, de l'ULPGL Goma. Nous allons encore vous garder pendant quelques minutes en ligne
parce que les collègues vont devoir intervenir et vous aurez bien évidemment aussi à partager vos notes avec le doyen, le professeur Aristide Bourou. Merci et nous poursuivons avec la séance de travail. Voilà. Merci. Je vous en prie. Voilà, professeur, vous avez invité à présent, professeur Charles, pour son intervention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je dois m'acquitter des devoirs de remercier le comité de gestion de l'LPG que vous représentez. Je peux aussi rappeler, comme mes prédécesseurs, que ça fait bien longtemps qu'on s'est retrouvés dans ce cadre pareil, dans un exercice académique. Et donc, je vous remercie infiniment. Je suis aussi reconnaissant du fait que vous ne cessez de m'inviter pour participer non seulement à la formation, mais aussi aux activités d'évaluation comme celle-ci. Cela étant dit, je reviens effectivement vers Welka pour mes avis et considérations par rapport à son travail. Je voudrais dire que c'est un travail, le sujet est absolument un sujet d'actualité et on a besoin de savoir effectivement si on est une association sans but lucratif, un mouvement à but non lucratif, quelles sont les limites dans lesquelles on peut exercer des activités de microfinance ou autres activités commerciales, industrielles. Et je crois que le travail vaut la peine, le sujet ici vaut la peine d'être traité. Je viens alors donner quelques observations, évidemment des formes et des fonds, sans nécessairement revenir sur celles qui ont déjà été formulées. Sauf quant à la page des gardes, là, je dois quand même revenir là-dessus. Effectivement, on peut remarquer que chacun présente la page des gardes comme il veut. Et je me dis, il faudrait consulter, contacter la faculté pour qu'il y ait une formalisation. Je me suis posé la question par rapport, je ne sais pas s'il faut parler des sous-titres, après les titres des initiatives de microfinance au sein des groupements à but non lucratif. Oui, alors ce n'était pas un sous-titre, mais comme c'était, on a placé une ligne après, vous pouvez vraiment croire que c'est un sous-titre. Mais travail de fait d'études à finalité spécialisée en droit des affaires et de l'entreprise. Je me dis qu'un lecteur peut pouvoir comprendre c'est quoi un travail d'études, de fait d'études à spécialité, à finalité spécialisée. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il s'inscrit dans un mémoire, n'est-ce pas? Un master professionnel ou simplement ça reste un master de recherche. Voilà. Ou c'est une thèse. Fait d'études, après ici, on ne peut pas aller au-delà. N'est-ce pas? Alors, je me disais que ça pouvait. Je pense que vous pouviez préciser cela davantage. Alors, je voudrais d'abord aussi marquer mon appréciation par rapport à votre texte, l'entrée, en fait, l'ouverture, l'introduction à la page 1, où vous êtes parti des citations, n'est-ce pas? Des citations qui sont là. Mais je me suis intéressé à la deuxième, à ce qui concerne la charité, n'est-ce pas? Qui ne résout rien, alors qu'il y a des problèmes qu'il faut résoudre la société. Et il ne faut pas penser qu'on peut les résoudre par la charité, parce que cette charité rompt l'égalité des armes, mais aussi l'égalité des choses. Je me dis c'est une très bonne chose. Mais entre-temps, je vais quand même en même temps formuler cette observation
où vous avez fait référence à Papa Marion Top, n'est-ce pas? D'une manière générale, on a besoin juste dans ce texte de connaître l'idée d'un auteur et pas de souligner son nom, c'est-à-dire en le prenant en lettres capitales. J'ai pu aussi observer qu'il y a, sur le plan de la forme, il y a des coquilles peut-être par-ci par-là. On peut aussi remarquer peut-être quelque chose comme une ponctuation que je dirais suffisante. Par exemple, à la page qui là toujours, vous pouvez trouver que dans la fin de la page, vous pouvez remarquer qu'il était nécessaire peut-être qu'après AMF, n'est-ce pas, après IMF, n'est-ce pas, que vous placiez une virgule, et à la ligne suivante, après financier, que vous placiez également une ponctuation, une virgule. Et cela rend la phrase bien compréhensible que dans l'état où il se trouve. Alors, à la page 3, notamment des pages que vous avez citées là, vous faites référence à une instruction, mais vous n'indiquez pas. Je considère que cette référence est incomplète, à ce sens que vous n'indiquez pas de quelle autorité émane l'instruction, et vous n'indiquez même pas si c'est de quelle époque, si j'ai bonne mémoire. À la page 7, vous avez indiqué, à la page 7, une référence notamment des pages numéro 36. À cette référence-là, vous dites nouvelle loi bancaire, article 57, alinéa. Donc ça n'a pas de sens, vous devez indiquer soit de quel alinéa il s'agit. À la page 9, ça c'est une observation peut-être de forme, ça porte sur les méthodes utilisées. Vous avez indiqué plusieurs méthodes et j'ai juste mis à côté à quoi ces méthodes peuvent être différentes. C'est vraiment une observation, mais on peut être appelé. C'est intéressant d'expliquer à quoi l'approche téléologique ou exégétique du faire de l'analyse des lois, n'est-ce pas? Et les commentaires et les interprétations, n'est-ce pas? Est-ce que toutes ces techniques ou méthodes que vous citez là ne rentrent pas dans une même approche, généralement à droite? Et donc vous pouvez être, ça peut être intéressant d'expliquer davantage cela. Alors, je retourne quand même sur la formulation du sujet. Les initiatives de microfinance au sein des groupements à but non lucratif. Alors, je me suis posé la question juste en lisant cela. Parce que dans le travail, dans tous les travails, je constate que beaucoup plus se fait référence à l'existence des ASBL, n'est-ce pas, ou des groupements à but non lucratif qui exercent des activités de microfinance. N'est-ce pas? Alors, mais aussi dans l'exposé, j'ai quand même suivi et je me dis, je crois qu'il faudrait quand même élever l'option. Les associations à but non lucratif en question sont tout simplement des ASBL ou des groupements à but non lucratif informels. N'est-ce pas? Alors qu'il est aussi possible, d'ailleurs, on a trouvé également quelqu'un qui a travaillé sur la même thématique, où la personne, dans son mémoire de 3e cycle, a considéré effectivement
l'exercice des activités commerciales, n'est-ce pas, dans des aspects N. Est-ce que c'est la même chose? Alors, je voudrais bien savoir que vous soyez en mesure peut-être d'expliquer, même si c'est une observation, vous pouviez quand même noter et expliquer. Est-ce que, si on disait des initiatives de microfinance, on sait des groupements à but non lucratif informels, n'est-ce pas? Et est-ce que serait la même chose que les initiatives de microfinance possèdent des groupements à but non lucratif? Parce que ici, je considère que les groupements d'une personne morale formelle qui existe légalement. Et en fait, dans l'exposé, vous avez même cité la CBK, n'est-ce pas? Parce que dans le reste du travail, vous avez absolument presque omis une certaine, n'est-ce pas, l'existence de la personne morale, groupement à but non lucratif formé par rapport à n'est-ce pas, à l'association ou au groupement à but non lucratif informel. Parce que tous les développements et même les propositions de formalisation, c'est lorsqu'ils sont déjà sortis de ces cadres-là. Alors, vous avez même considéré effectivement la violation, les cadres du travail comme s'inscrivant non dans la question de la concurrence déloyale au secteur bancaire et des établissements de crédit et voilà, financiers. Et vous avez estimé que votre travail beaucoup plus cherchait à montrer que les SACOS, les ADEC, n'est-ce pas, et ceci sont établis en violation de la loi ou exercent des activités de microfinance en violation des lois. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs je me disais que dans les propositions ou dans les recommandations que vous deviez faire, si vous avez considéré que ce sont des structures qui fonctionnent au sein des personnes morales ASPN, vous devez également faire des recommandations aux personnes morales parapluies. Je ne sais pas si vous faites comprendre par rapport à cette question. Alors, à ce qui concerne donc ce que je peux vraiment considérer, par exemple, dans la première partie, là vous avez parlé d'un cadre, n'est-ce pas? Cadre inapproprié. La première partie, des cadres inappropriés. Je pouvais facilement considérer que si on y ajoutait peut-être formé, ça pouvait être encore plus précis, n'est-ce pas? Oui. Et cadre d'accueil inapproprié. Cadre d'accueil de quoi? Des associations ou des groupements à but non lucratif qui font qui gèrent des initiatives de microfinance, n'est-ce pas? Cadre inapproprié à ce niveau-là, informé, ou alors les cadres inappropriés. C'est les cadres que le législateur a déjà mis en place par rapport à l'exercice des activités de microfinance. Donc vous pouvez être appelé à préciser cela, ça permettrait au lecteur de bien comprendre. Alors, j'ai fait quand même cette observation par rapport à une recommandation que vous avez indiquée dans le travail de l'Assemblée générale de l'année passée, où vous avez vous-même, après avoir constaté, en fait, l'année passée, on aurait recommandé au sein de la CDK que les pasteurs retraités intègrent les structures comme SACOS avec et en même temps. Pour
les qualifier de formels établis à violation de la loi. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de contradictoire à ce que je sens? Je sais que vous êtes là aussi, vous avez une autre qualité, à part d'être étudiant, et que donc vous considériez, vous pouvez fournir une recommandation à la CDK beaucoup plus de formaliser, n'est-ce pas, ces structures-là, et qu'elles existent comme des personnes morales à côté de la CDK. Que de considérer que voilà des gens qui mettent des mises dans des abeilles, dans des ceci et dans des sacos ne sont pas protégés. Parce que le problème, c'est la protection. La triple problématique de protection, n'est-ce pas? Vous avez dit les clients, les groupements eux-mêmes et l'État. Et donc, je ne pense pas que ce soit possible de recommander que la personne morale qui habite, par exemple, les sacos et les autres, soit à même de recommander, tout en sachant que ce n'est pas une structure hiérarchique et que donc est retraité, soit recommandé à cette structure-là, ce serait quand même un mal. C'est parce que vous parlez de la chronique. Voilà, alors, cela étant dit, je crois que je vais poser quelques questions. Je pouvais poser plusieurs questions, mais je ne sais pas. La première question partirait du fait du choix même de la thématique. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la thématique? Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Et par exemple, pensez-vous pourquoi on peut encourager les structures informelles en question au sein des églises notamment? Parce qu'il faut quand même dire qu'il existe des AVEC, même dans les quartiers, sans que ce soit dans l'église. Même dans les marchés, n'est-ce pas? Alors, vous êtes parti d'être constant. Et qu'est-ce que vous cherchez? Cherchez-vous à protéger les clients? En fait, les clients des AVEC ou des SACOS qui sont en même temps des membres. Parce qu'à ma connaissance, je crois que je ne sais pas si SACOS est avec peut donner des crédits à des personnes qui ne sont pas parties de cette association, en quelque sorte. Est-ce qu'une personne extérieure à la structure peut demander crédit? Peut-être demander crédit. Alors, et que dire par exemple du fait que même bien qui les banques, n'est-ce pas, qui ont, les banques qui ont le monopole, n'est-ce pas, qui ont le monopole de collecter l'épargne, d'accorder des crédits, tout ça, que effectivement même les clients d'une banque comme Bianc ou une copaine comme Iman, je ne sais pas, Maigret, peuvent se retrouver en difficulté. Est-ce que cela ne peut pas avoir été à la base de la création des structures de microfinance informelles? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Alors, à la page 39, si vous pouvez y aller ensemble, je vais poser une question là-bas. À la page 39, vous parlez de la responsabilité. Des dirigeants des groupes. Également parler de la responsabilité des membres. Et à les pages suivantes, vous parlez certainement des classes action et consorts. Alors, je voudrais bien que vous essayiez d'expliquer en quoi une personne morale inexistante peut-elle engager sa responsabilité. Parce que
les structures-là ne sont pas existantes. Comment les dirigeants de ces personnes ou de ces groupes peuvent-ils engager leurs responsabilités? Ou alors, y a-t-il une responsabilité d'une personne morale et inexistante? Et ce sera quel type de responsabilité? En prenant surtout en compte les trois responsabilités, peut-être, si vous voulez. Quand je dis trois responsabilités, je vois la responsabilité civile, la responsabilité pénale, la responsabilité administrative. Également, pouvez-vous suggérer la responsabilité de l'ASPNL ou du groupement à but non lucratif au sein duquel est organisé le groupement informel? Je pense que c'est en répondant à cette question que vous pouvez aussi essayer de faire intervenir si des tierces personnes par rapport au groupement peuvent également être trouvées préjudiciées par leur existence. Est-ce que des tierces personnes aux ABEC, aux CECI, peuvent se retrouver préjudiciées qu'elles méritent protection? Et alors, par la suite, et là ce serait peut-être la dernière question, ou si je dois revenir sur quelques autres questions, ce sera avec après les réponses que vous avez données. Pourquoi avez-vous comparé, comment justifier la comparaison entre la protection ou alors les structures ou les mouvements à but non lucratif informels à la protection des droits fonciers reconnus aux communautés locales? Qu'est-ce que vous vouliez démontrer dès lors que c'est quand même communauté locale là, ou droits fonciers reconnus aux communautés locales sont reconnus par les textes légaux? Voilà, Monsieur le Président, quelques-unes de mes préoccupations auxquelles M. Kabane, en faisant suite, je saurais également apprécier sa production scientifique et je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues, pour les observations de forme et les questions de forme. Pour gagner le temps, je vais directement passer la parole à M. Bonka pour réagir. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury. Tout d'abord, qu'il me soit permis de dire merci au professeur Pientière qui a fait son intervention avant, mais également de dire merci au professeur Charles, qui est le deuxième lecteur, pour ses observations détaillées qui ont été formulées. Donc nous allons les capitaliser dans la correction de notre travail. Je vais directement aller aux questions qui ont été posées. La première, je n'ai pas noté toute la question. Vous posez la question de savoir ce qui nous a poussé au choix de ce travail, donc du sujet de ce travail. Et le choix du sujet est dicté d'abord du fait que nous avons vu qu'il y a une certaine masse de la population qui est exclue au système bancaire classique, et cette masse s'adonne maintenant à des activités ou des opérations de banque en contradiction avec la loi. C'est cette contradiction des activités et pour vouloir protéger maintenant les acteurs qui nous a poussé à faire le choix de cette thématique et aborder les pistes qui doivent informer les acteurs de cette microfinance. Je ne sais pas, la question avait un deuxième volet, c'était... Oui, je disais effectivement, à part le fait que
En fait, c'est l'explication selon laquelle on a remarqué qu'il existait une exclusion d'une certaine population au système bancaire classique. Je crois que c'est effectivement à partir de là qu'est née l'idée des microfinances avec Mohamed Younus, n'est-ce pas? Et que donc c'est ce développé, n'est-ce pas? Oui, mais alors par rapport à nous, parce qu'il existe des institutions de microfinance régulières, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui nous a poussé à considérer beaucoup plus les institutions de microfinance informelles? Et je vous ai même essayé de dire, voilà, n'y a-t-il pas possibilité de mettre cela en relation avec la faillite de ce que vous appelez classique, bien qu'Imara, Maîtrise, des choses comme ça, et que même là aussi, on ne s'est pas trouvé protégé. Et que donc on a dit, formons nos propres façons de faire, de s'accorder des microfinances. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est effectivement avec la faillite de certaines institutions formelles, notamment les coopératives d'épargne et de crédit, où la confiance de la population a été bâtie à brèche. Et vous avez constaté que maintenant, plusieurs personnes se sont orientées vers le secteur informel pour essayer de constituer des structures qui peuvent le financer et où ils ont quand même une certaine confiance. Mais avec la faillite des institutions de microfinance il y a un peu de temps, alors cela a donné du terrain à des structures informelles. Mais en tant que structure informelle, elle constitue aussi un danger social parce que du point de vue juridique, les structures qui n'existent pas, les membres, comme la structure, ne sont pas protégés. C'est dans le sens de la protection légale que nous avons donc opté à analyser ce thème. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette première question. La deuxième question, vous posez la question si nous avons choisi le thème dans le cadre de chercher à protéger les clients, le membre des AMEC ou les tierces personnes ou les personnes tierces. Aussi, les personnes tierces peuvent demander aussi crédit auprès des initiatives de microfinance. Oui, l'élaboration de ce travail tient compte non seulement de la protection de membres, d'abord dans les cadres de groupements de microfinance, mais aussi ce sont principalement les membres qui sont, si on peut le dire, clients de ces initiatives, parce que les initiatives de microfinance, pour la plupart, ne donnent pas de crédit aux personnes extérieures. Ce sont le membre entre eux, lorsqu'ils ont constitué l'épargne, ils vont encore se rétribuer cette épargne-là pour constituer le fonds à redistribuer entre les membres. Et ces fonds-là, il sera encore ramené et on va encore redistribuer dans un autre cycle entre les membres. Mais il y a des organisations qui ont avancé suffisamment et qui ont collecté des fonds importants. Je peux par exemple dire de Amoka, qui peut aller jusqu'à prêter des personnes extérieures. Mais là, il faut avoir des personnes internes qui vont cautionner ces crédits parce que, en principe, les initiatives de microfinance informelles ici ne donnent pas de crédit aux personnes, aux tierces personnes. Encore faut-il savoir que même les initiatives formelles ne peuvent pas donner des crédits à des tierces personnes. Parce que si on peut dire par exemple l'asile coopératif d'épargne et de crédit où il y a les membres fondateurs ou les membres effectifs, mais ce sont les membres auxiliaires qui ne sont pas totalement dédiés à la coopérative
coopérative, même s'il ne participe pas à la gestion ou à la politique générale de l'organisation, ce sont ce membre-là qui peuvent bénéficier du crédit. C'est-à-dire qu'il a déjà ouvert un compte dans une structure formelle, dans une coopérative, soit il a déjà ouvert un compte dans une banque. À ce moment-là, il peut accéder au crédit. C'est ce qui se passe aussi dans les initiatives informelles. Donc, on ne peut pas donner du crédit à une personne extérieure par principe. Nous avons dit que les difficultés donc, liées à la faillite des banques ou à la faillite des institutions de microfinance a aussi donné un terrain pour l'émergence des initiatives informelles des microfinances qui sont les ARED, les SACOS et les autres groupes. Alors, la question est posée, c'est de savoir en quoi une personne morale existante, peut-être inexistante, peut-elle engager sa responsabilité civile, pénale ou administrative. D'après, nous allons dire qu'une personne inexistante ne peut pas engager sa responsabilité, que ce soit civile ou pénale. Encore que pour la personne morale, la responsabilité pénale reste discutée parce que pour la plupart des auteurs, puisque la personne morale ne peut pas déléguer, donc elle ne peut pas commettre des infractions. Mais ici, dans le cadre des initiatives informelles, la responsabilité est donc à rechercher dans les chefs de membres qui composent ces structures, et en l'occurrence le membre dirigeant, parce que l'institution compte aussi des membres dirigeants, même si c'est une institution, c'est une organisation des fêtes. Alors la responsabilité tant civile que pénale peut être recherchée dans les chefs de membres ou des dirigeants de cette association. Alors, mais du point de vue de la procédure, il est toujours accepté que une personne qui se prétend ne pas exister, et là je parle dans le cadre de personnes morales, ne peut pas opposer cela à son contractant lorsque il veut échapper à son obligation contractuelle. Parce que ici, on va considérer la personne comme existante toutes les fois que cette personne-là a des obligations à réaliser vis-à-vis des tierces personnes. Mais le problème va toujours surgir car il faut aller à justice parce que la personne qui n'existe pas ne peut pas aller à justice. Alors la personne morale, dans le cadre des entités à but non lucratif, lorsqu'il y a un problème qui peut occasionner la mise en mouvement d'une action à justice, ça ne peut pas passer parce qu'on va toujours opposer l'inexistence de cette personne. En fait, je voudrais juste dire qu'à la page 38, par exemple, vous avez parlé de la responsabilité de l'entité, n'est-ce pas? Et puis des membres et son étendue. N'est-ce pas? En fait, je voudrais que vous soyez à même d'être précis, de dire effectivement une entité inexistante, encore que déjà pour les entités formelles, la responsabilité est discutable, comme vous dites, par exemple, le pénal. Alors, puis, à ce qui concerne une entité informelle, même pour la responsabilité civile. Et être en mesure de préciser que on rentrerait tout simplement dans le cadre de la responsabilité des droits communs ou des droits civils pires, c'est-à-dire tout fait quelconque de l'homme, tout ça, et être en mesure de montrer cela. Si c'est votre mise qui a disparu, n'est-ce pas, qu'on soit en mesure
d'apporter la première part témoin parce que vous voulez récupérer ce qu'on a perdu. Et pas présenter comme s'il existait une possibilité d'engager la responsabilité de l'entité alors qu'elle n'existait pas à soi. Et je crois que c'est ça le but à peu près de ma préoccupation par rapport à cela. Et également, avant que vous ne répondiez peut-être à la question des droits fonciers et la comparaison avec les mouvements à but non lucratif informel, et également, je sais que vous avez également essayé de mettre cela en relation avec une société des personnes, une société en collectif. Tout ça, ça me pose des problèmes, même si je ne suis pas spécialiste, n'est-ce pas, en droit commercial. Parce que je trouve qu'une histoire est peu difficile de comparer ce qui n'existe pas formellement avec ce qui existe formellement. Alors, j'ai dit, on pouvait facilement beaucoup plus considérer une responsabilité des droits communs, c'est-à-dire basée sur les articles 258 et suivants, et la responsabilité bien sûr contractuelle, n'est-ce pas, et pas la responsabilité du groupement en soi. Et voilà. Je crois que si vous répondez à la question de comparaison là, et puis vous dites ce que vous pouvez recommander aux associations qui abritent ces structures pour que justement on soit en mesure d'être édifié, ça sera tout. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Alors, en ce qui concerne la responsabilité des entités formelles, au sein desquels sont organisés le groupement le groupement de microfinance, nous avons analysé cette question dans le cadre de la relativité des contrats. Et ici, vous allez constater que les aspects formels au sein desquels les groupements de microfinance naissent sont des tiers à ces contrats-là parce que les institutions de microfinance constituent en eux aussi un contrat. Et ici, avec la théorie de la responsabilité, de la relativité de la responsabilité, nous sommes partis d'abord de la théorie générale de l'autonomie de volonté, où c'est la volonté humaine qui constitue la loi pour ceux qui veulent s'engager. Et ici, nous avons dit que le groupement dans lequel ces structures fonctionnent n'ont pas voulu s'allier à l'organisation de ces initiatives. À ce titre, ils sont des tiers. Avait-il l'article 63 du Code des obligations qui prévoit le principe de la relativité du contrat, c'est-à-dire la responsabilité de ces entités ne peut pas basculer à l'organisation tiers. Mais du point de vue social, nous voyons que ces organisations ont un rôle important parce qu'ils constituent une sorte de couverture de fait, du fait qu'une initiative est née dans telle paroisse, dans telle église, les membres peuvent être tentés à se joindre à cette initiative. Et là, la structure formelle peut avoir une sorte de responsabilité sociale, tout simplement, qui est d'orientation ou de conseil au niveau de l'organisation. Concernant maintenant la question de comparaison entre les aspects formels et les communautés et les droits fonciers des communautés locales, nous avons essayé d'analyser cette question ici dans le cadre des actions du groupe, comme vous avez soulevé ici, des classes action. Mais nous avons dit qu'il y a aussi une difficulté par rapport aux communautés locales parce que la loi les reconnaît les droits fonciers sur
sur le droit foncier des communautés locales sur les terres au niveau local. Mais ces droits ne font pas objet d'enregistrement, c'est ça le problème, parce que à droit foncier, aucune propriété ne peut être établie s'il ne peut pas prouver par des certificats d'enregistrement. Mais ça devient comme une sorte de conflit qui existe entre les communautés locales et la loi. Parce qu'au niveau des communautés locales, ils se réclament des propriétaires des terres, alors que la loi a déjà tranché que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais en vertu de cette disposition qui reconnaît aussi aux communautés locales des droits sur les terres au niveau local, ça devient un problème. Alors le problème va exister dans le cadre de la protection de ce droit par rapport à la communauté, par rapport au groupe. Et c'est là que nous avons souligné la difficulté par rapport à la protection des terres des communautés locales, mais aussi par rapport à la protection de membres des groupements de microfinance informels qui n'existent pas du tout. Parce qu'il y aura une difficulté de protection de leurs intérêts communs. Ce que je peux dire à ce niveau ici, je ne sais pas si j'ai rencontré toutes les questions. Je crois avoir rencontré les questions que vous avez posées, afin qu'il y ait un avis contraire de votre part pour que je puisse y revenir. Merci. Je crois que si ce n'est pas un travail de fait d'études, vous pourrez faire d'autres études, on pourra se consulter et on peut encore s'édifier davantage. Je remets la parole au président de la séance. Merci. Merci beaucoup, chers collègues, pour cet exercice. Nous sommes pratiquement à la fin de cette session. Monsieur Elka, on va donc vous recevoir encore dans quelques minutes. Vous pouvez gagner votre place. Et voilà, comme il a été annoncé le matin, c'est que nous allons devoir procéder à la publication de résultats à la fin de toute la session. Ça, nous gagnons en termes de temps. Nous allons inviter sans tarder les troisièmes candidats.